She said, no, let me go, let me go. He was a wicked, wicked person. How he could be that cruel. She was dead, dead. Suspect X avec Christian Page, Camille et le criminologue Dan Carosella. Radio X. Mon moment préféré de la semaine s'amorce et la semaine ne fait même que commencer. Bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Bienvenue dans ce rendez-vous réservé aux amateurs de True Crime, de podcast sur les phénomènes criminels. On est de retour dans l'épisode de ce soir sur des crimes odieux qui sont survenus à l'international. Et on va carrément ce soir avec notre suspect X être témoin du premier tueur en série de l'histoire des États-Unis. Pour le meilleur et pour le pire, vous comprendrez dans les prochaines minutes. Christian Page, l'animateur et la tête de cette émission. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Il y a également notre criminologue avec nous, Daniel Carosella, autour de la table. Pour le meilleur et pour le pire, je l'ai mentionné, dans les derniers jours, je me suis tapé la série Netflix sur les frères Lyle et Eric Menendez et je fais un lien boiteux avec notre suspect X de ce soir pour la simple et unique raison que j'ai trouvé... J'ai été déçue. J'ai eu l'impression pendant 9 épisodes, ma critique, d'habitude, c'est Christian qui fait des critiques négatives sur Netflix. C'est moi qui vais en faire une dans les premières minutes de l'émission. Et j'ai trouvé qu'on nous a bâti un mensonge quasiment tout le long de la série pour avoir que la vérité à la toute fin. Puis aujourd'hui, avec notre suspect X, on s'en va dans le secteur de Chicago et j'ai l'impression que on va avoir besoin de faire un déboulonnage de mythes épouvantables sur l'individu en question. Ouais. Dans le cas de notre suspect de ce soir, c'est Herman Webster Mudgett, connu surtout sous le nom de H. Holmes, le Dr. Holmes. Et il y avait, au début du 20e siècle, il y avait un réalisateur très populaire à Hollywood, John Ford, qui disait, l'une de ses maximes, c'était « Quand une histoire est devenue une légende, publiez la légende ». Et c'est exactement ce que l'on a fait avec le Dr. Holmes. Hein. C'est Henry Holmes, hein, c'était un nom d'emprunt qu'il utilisait. Et il y a toutes sortes d'histoires qui circulent autour du personnage. Et je pense que l'histoire la plus importante qui le concerne, c'est ce qu'on appelle son espèce de château de la mort, qui se trouvait en banlieue de Chicago, à Elmwood. Et on disait, bon, il y avait des faux murs, des fausses trappes, et là, il tuait des gens. Ces gens-là étaient jetés comme dans des espèces de chutes, se retrouvaient finalement au sous-sol du château, où il les disséquait et éliminait les corps dans des espèces de petits... des réservoirs qui étaient remplis d'acide. Ouais. Bon, il y a toutes sortes d'histoires qui tournent autour de ça, mais ça n'a jamais existé, cette espèce de château. Il y avait effectivement, Holmes a fait construire une grande maison. On dit un château, mais en fait, c'est une construction de style Tudor. Qui avait 3 étages, qui était peut-être beaucoup pour l'époque. Voilà, qui était très gros, ça occupait tout le pâté, hein, le pâté de maison pratiquement. Et au premier étage, c'était des locaux en location où il avait il exploitait une pharmacie. Le second étage était des appartements et le dernier étage était des chambres. Hein, il voulait louer des chambres, en faire une espèce d'hôtel, parce qu'il faut savoir, et on va le voir dans l'évolution de Holmes, hein, lorsqu'il s'installe à Chicago, au départ, c'est par hasard qu'il se retrouve là. C'est surtout un escroc, on va le voir. Là, c'est un individu. Oui. C'est un individu qui est toujours en quête de quelques dollars. Hein. Il y a le flair pour ça. Et c'est un beau parleur. Hein. Je veux pas ici faire preuve de... Je sais qu'il y a des expressions qu'avec le temps, là, moi je suis un vieux. Hein. Pardonnez-moi, j'ai 60 ans. Là. Mais on avait l'expression de le type qui était capable de vendre un réfrigérateur à un Esquimau. Là. C'est un peu ça, Holmes. Hein. C'est un beau parleur. Il est capable il réussit à embobiner tout le monde. Et il est toujours en quête d'exploiter des gens. Et lorsqu'il se retrouve à Chicago, on va voir dans son évolution, mais à ce moment-là, tout le monde ne parle plus que de l'exposition internationale qui doit s'y tenir en 1893. Ouais. Et lorsqu'il décide de faire construire ce grand édifice, hein, le château Holmes, hein, son idée, c'est que le dernier étage sera des chambres qu'il pourra louer et exploiter, en fait, pour la présence, escroquer les gens qui vont venir. Mais il est à un moment donné à court d'argent et
ce dernier étage ne sera en réalité jamais complété. Mais ça fait partie du mythe de H.H. Holmes, et qui plus est, il y a quelques années, quand on a un parent qui est un tueur en série et qui a sévi à la fin du 19e siècle, si on veut le rendre plus grand que nature, il suffit de l'associer à Jack l'Éventreur. Et c'est exactement ce que l'arrière-petit-fils de Holmes, Mudgett, M. Mudgett, va faire. Il a écrit un ouvrage, on est à la fin des années 90, début des années 2000, et dans ce livre, par une espèce de gymnastique intellectuelle assez tordue, il envoie son arrière-grand-père à Londres où il aurait commis les crimes de l'Éventreur. Il aurait trouvé des documents qui prouveraient que son grand-père, son arrière-grand-père était peut-être Jack l'Éventreur, ce qui bien sûr ne tient pas la route parce qu'on sait exactement où se trouvait Holmes à l'automne de 1888 alors que Jack l'Éventreur commettait ses crimes à Londres. Mais c'est un peu aussi cette dérive qui fait que, à un moment donné, je me suis intéressé à l'histoire de Mudgett parce qu'on l'avait associé par la bande à Jack l'Éventreur. Mais bon, commençons tout de suite, là, avant de plonger dans le personnage lui-même. Regardons un peu son enfance. Il est né dans l'État du New Hampshire, à Gilmanton. Il est né en 1840. En 1840. Il est le cadet de 4 enfants. Ses parents, son père était alcoolique, assez violent, et les deux étaient des gens qu'on pourrait appeler des bigots, là, de véritables grenouilles de bénitier. Ce sont des gens excessivement religieux, et la mère passait de longues heures à lire tous les soirs à ses enfants des extraits de la Bible. Donc, ils grandissent dans cet univers. Il est, lui, son nom officiel, c'est Herman Webster Mudgett. Il est de constitution assez fragile, et ce qui fait qu'à l'école, il est souvent un peu bousculé par ses compagnons de classe. C'est un individu aussi qui est assez introverti. On ne lui connaît en fait dans son enfance qu'un seul ami, un dénommé Tom, mais malheureusement, son ami Tom meurt en se cassant le cou, en déboulant des escaliers d'une maison abandonnée que lui et Herman visitaient. Et donc, ils étaient seuls. Herman est le seul témoin de l'accident. Mais bref, son ami Tom s'est brisé le cou en déboulant en bas de l'escalier. Donc, éventuellement, comme il est un peu la tête de turc de ses compagnons de classe, on décide à un moment donné de lui faire une frousse. Et il y avait une clinique locale, et on décide d'amener de force le soir. On passe par l'arrière de la bâtisse qui amène dans une espèce de salle d'attente. Et dans cette salle d'attente, il y a un squelette monté sur une armature en acier. Et on force le jeune Mudgett à toucher le fameux squelette. Et contrairement, évidemment, on est des enfants, on a 8-10 ans. On s'attend qu'une expérience comme celle-là va être choquante et traumatisante. Un petit peu. Mais pas dans le cas d'Herman Mudgett. Lui, l'idée de voir un squelette, ça éveille en lui une passion pour l'anatomie. Et tout le long de sa vie, en fait, cette passion-là va le suivre. Donc, après cet événement-là, toujours très isolé, toujours très introverti, il va commencer à s'intéresser à la biologie. Donc, il commence à mener des expériences et il va en crescendo. Il commence d'abord avec des tout petits animaux. On parle des salamandres, des grenouilles, et puis éventuellement, il va s'en prendre aux chiens ou aux chats qu'il va torturer et mutiler pour voir un peu l'organisme interne, de voir comment tout ça fonctionne. Et puis, l'anatomie le fascine tellement qu'éventuellement, il va s'inscrire à l'Université du Vermont, à Burlington, pour faire des études de médecine, et éventuellement, avant même d'avoir complété ses études de médecine, d'ailleurs, il commence par s'inscrire en pharmacologie, et à un moment donné, alors qu'il a 18 ans, on est en 1878, il va épouser tantôt, j'ai dit qu'il était né en 1840. Oui, c'est 1861. Oui, c'est ça. Donc, en 1878, il vient à peine de fêter son 18e anniversaire. Il va épouser Clara Lovering à Alton, au New Hampshire. Et ils vont avoir un fils, Robert Lovering Mudgett, qui lui voit le jour en février 1880 à Loudon, dans le New Hampshire. Et puis, à l'âge adulte, simplement un petit détail, comme ça, son fils va devenir comptable et il va devenir gérant municipal à Orlando, en Floride.
Mais bon, pour l'instant, on retrouve notre Mudgett, il a 18 ans, il fait ses études en pharmacologie. Il y a un tel intérêt pour tout ça qu'il décide finalement de s'inscrire à une autre école de médecine, cette fois du côté du Michigan, à Ann Arbor. Et il va sortir en 1884 avec un diplôme, avec un doublement diplômé. Mais quand je dis doublement diplômé, il faut quand même mettre un petit bémol. Donc, on sait qu'il y a une chose sûre, il sort en 1884 avec un diplôme en pharmacologie. Est-ce Ça qu'il ne fait est aucun vrai, doute. ce diplôme-là? C'est ça la question. Celui-là, il est hein? vrai. C'est ça, celui-là, il est vrai. Mais comme déjà, là, on sent chez lui l'escroc, le faussaire, et il a également un diplôme en médecine. Le problème, c'est que les historiens qui ont cherché dans les archives de l'Université du Michigan à Ann Arbor n'ont jamais trouvé un diplôme de médecine émis au nom de Herman Mudgett. Donc, il est peut-être authentique, mais on n'en a pas la preuve. On ne serait pas surpris, même l'inverse serait, ce serait plutôt le contraire. On ne serait pas étonné que le diplôme soit faux, qu'il l'ait fabriqué, parce que, évidemment, on comprend que la pratique de la médecine, même si c'est une médecine qui est un peu encore boiteuse, on est au 19e siècle, mais et souvent là-bas, quand tu es malade, c'est tout le temps parce que tu as des vapeurs, c'est le nom qu'on utilise, tu as des vapeurs, puis la méthode numéro 1, c'est des saignées. On fait des saignées. Donc, n'importe qui peut faire une saignée, devient médecin. Donc, ça lui permet, avec ce fameux diplôme en main, ça lui permet de pouvoir se lancer comme ça dans la pratique de la médecine. Et alors qu'il étudie cette médecine, alors qu'il est à l'université, il va souscrire aussi et c'est là que commence un peu une espèce de fraude qu'il va utiliser très souvent dans sa vie pour se renflouer, si je peux dire. C'est comme il est médecin, ou en tout cas il a des bons contacts au niveau de la médecine, ce qu'il fait, il souscrit des assurances au nom de personnes fictives. Et une fois que l'assurance est signée, il va trouver des cadavres, soit à l'université, soit dans des morgues. Et là, évidemment, on comprend que son diplôme de médecine lui permet d'avoir ces accès-là. Ouais. Et il va défigurer ces cadavres et il va les faire passer comme étant les victimes de ces personnes fictives pour lesquelles il a souscrit une assurance. Et comme il est médecin, il est lui-même à même de signer le certificat de décès. Donc, il est le médecin, il signe le certificat de décès, il a souscrit l'assurance, tous les papiers sont légaux et en règle, et ça lui permet comme ça d'empocher des sommes d'argent d'assurance. C'est une escroquerie à l'assurance sur le dos de personnes qui n'ont finalement jamais existé. Et là, on commence à le cerner davantage en 1886. C'est toujours ce type, ne jamais perdre de vue l'idée de cet escroc qui sent et flaire toujours la bonne affaire. En 1886, il déménage à Chicago pour poursuivre, dit-il, des recherches ou des études en pharmacologie. Donc, il abandonne sa femme et ses enfants du côté du New Hampshire. J'ai trouvé ça rough de lire ça. Oui, et en même temps, on va le voir, c'est un individu un peu immoral parce que il va avoir de nombreuses maîtresses et même à des moments donnés de sa vie, il va être bigame. Il va épouser dans d'autres États d'autres femmes. Donc, il est bigame et souvent, il va demeurer marié à ses deux épouses, qui est un crime qui est condamnable par la loi. Ouais. Et il va demander éventuellement des demandes. Il va faire des demandes de divorce, mais souvent 2 ou 3 ans après être déjà en ménage et marié avec une autre dame. Donc, on le retrouve en 86, en 1886, il est à Chicago. À ce moment-là, il va décider de faire changer son nom. En fait, il a plusieurs noms. Monsieur Campbell, c'est un nom qu'il utilise souvent. Évidemment, Mudgett, qui est son véritable nom. Et comme à peu près à l'époque, le magazine Strand en Angleterre commence à publier les aventures de Sherlock Holmes, le fameux héros d'Arthur Conan Doyle, il trouve ça bien. Il fait une association. Il y a le docteur Watson et il y a Monsieur Holmes. Lui devient le docteur Holmes. Donc, il utilise le nom de ce héros parce qu'il est friand des aventures de Sherlock Holmes. Et donc, il décide de prendre ce nom-là. Et c'est sous ce nom-là, d'ailleurs, qu'il va éventuellement faire surtout sa carrière. Et là, lorsqu'il est à Chicago,
Chicago, il va découvrir qu'il y a une pharmacie, hein, il cherche un boulot, et il y a une pharmacie qui est exploitée par un docteur, le docteur Holton, donc il va s'inscrire là. Et encore une fois, ne jamais perdre de vue, c'est un beau parleur, c'est un individu qui présente bien, donc il se présente à la pharmacie Holton, qui est au coin des rues Wallace et de la 63e rue à Englewood. C'est là d'ailleurs qu'il va avoir son fameux château. Donc, il se fait engager dans la pharmacie. Il faut savoir à ce moment-là que le docteur Holton est atteint d'un cancer. C'est son épouse qui voit au bon roulement de la pharmacie et lui, ben, il lui propose ses services. Elle l'engage. Il est pharmacien. Il est médecin également. Donc, c'est l'individu qualifié pour le poste. Il est tellement entreprenant qu'éventuellement, Mme Holton va en faire le gérant de la pharmacie. Donc, et là, bien évidemment, s'il est le gérant, il a accès à tout, hein, les livres de compte, les achats et tout le reste. Il peut faire des prescriptions un peu sur le couvert. Et éventuellement, le docteur Holton va décéder de son cancer. Et à son décès, son épouse décide de se débarrasser de la pharmacie. Elle est trop âgée, trop faible également pour pouvoir voir aux affaires du commerce. Donc, elle vend la pharmacie à Holmes. Mais Holmes, l'affaire s'envenime parce que Holmes décide de ne pas payer les traites de la vente et mystérieusement, Mme Holton disparaît à son tour. Et quand les clients se présentent à la pharmacie, on lui demande, oui, avez-vous des nouvelles de Mme Holton? Mme Holton, apparemment, est partie en Californie rejoindre de la famille, etc. Mais bien sûr, on ne la revoit jamais. Donc là, on est en 1888-89 dans ces eaux-là. Et là, il va se marier avec une certaine Clara Lovering et avec elle, il va avoir un fils. Clara Lovering, c'est son épouse qu'il laisse au New Hampshire. Il va épouser une certaine Martha Belknap à Minneapolis, au Minnesota. Et là, les nouveaux mariés vont avoir un enfant. Et on le comprend qu'à ce moment-là, il est déjà marié avec Clara Lovering, qui, elle, est restée au New Hampshire. Donc là, c'est un double mariage. Il va éventuellement demander une demande de divorce, mais qui ne sera finalisée qu'en 1891. Et à ce moment-là, comme il est le propriétaire de la pharmacie et il voit devant le fameux terrain vague, il décide d'acheter ce terrain en face de la pharmacie et il va y faire construire ce fameux édifice qu'on a évoqué en début d'émission, donc ce qu'on va appeler le château. C'est un édifice à 3 étages. Le premier étage, il est consacré à des commerces. Le second, ce sont des appartements. Et le troisième, éventuellement, il le destine à des chambres pour l'exposition internationale dont tout le monde parle, qui doit se tenir en 1893. Ce qui est assez étonnant, c'est que à partir de là, la légende commence à s'amorcer. Il y a cette immense structure de style gothique qui va alimenter la légende de Holmes, mais dans les faits, aucune des chambres du 3e étage ne seront jamais fonctionnelles, puis toutes ces histoires de trappes dont on va évoquer par la suite la presse n'ont jamais existé. J'ai même vu des plans à l'époque, lorsque Holmes sera arrêté, des plans qui ont circulé qui montraient des passages à l'intérieur du château, mais évidemment, tout ça est l'œuvre de l'imagination des journalistes. Oui, et qui puis ont en janvier, l'histoire, mais dans les faits, Christian, puis je te devance peut-être sur cette question-là, à part la disparition mystérieuse, ce voyage familial là, de la propriétaire de la pharmacie, d'où auraient pu partir ces rumeurs-là de la presse que c'est une maison de l'horreur, alors qu'on a autant peu de détails des meurtres de cet homme-là? Parce qu'à cette époque, en fait, la maison n'est pas la cible. Hein. Les crimes vont... Parce que Holmes va vraiment commettre des meurtres. Pas forcément. Il est possible qu'il ait fait disparaître une ou deux de ses maîtresses dans la cave de la maison. Okay. Mais rien à voir avec l'idée de commettre un meurtre au 3e étage avec la chute qui fait basculer le cadavre au sous-sol. Ça, c'est de l'imagination. Okay. Mais on sait que dans la carrière de Holmes, au début des
des années, dans la première moitié des années 1890, certaines des maîtresses de Holmes, qui les multiplient, qui les collectionnent, vont disparaître. Et dans certains cas, on raconte qu'au moment de son arrestation, les policiers ont fouillé la maison et on aurait peut-être trouvé des restes humains au sous-sol. Et je pense que c'est cette histoire-là. On a des journaux qui ont besoin de s'alimenter en histoire d'horreur et l'histoire de cette... On déforme les faits et puis éventuellement, il faut dire aussi que il va vendre son histoire ultérieurement à Hearst, le propriétaire, en fait, le magnat de la presse. On a besoin d'écrire des histoires pour vendre du papier et éventuellement, probablement qu'on va alimenter avec des fantasmes semblables. Donc éventuellement, on se retrouve là avec ce Holmes qui fait construire sa fameuse maison en 1894, cette fois sous le nom de Henry Howard, le fameux HH, c'est Henry Howard Holmes. Donc là, il n'utilise que les deux premiers prénoms, Henry Howard. Il épouse à Denver une certaine Georgiana Woke dans le but de s'approprier clairement sa fortune. C'est assez amusant parce qu'au moment où il épouse cette dame-là, c'est un mariage uniquement pour l'argent. Sa propre maîtresse, qui est un peu complice également, une certaine Minnie Williams, va être la témoin à son mariage. Il la présente comme étant une amie et elle est présentée comme ça et c'est elle qui est son témoin. La lune de miel se passe au Texas où Holmes va acheter des wagons avec des carrioles, avec une carriole en particulier avec des chevaux. Il va utiliser des faux documents. Il va retourner à Chicago. Et là, tu vois, cette fameuse Minnie Williams qui a été son témoin à son mariage, elle disparaît mystérieusement. C'est possiblement l'une des victimes qui sera assassinée dans les caves de la fameuse maison qu'on appelle le Château Holmes. Pour le vol de chevaux en question, il est arrêté. Il est envoyé à la prison de Saint-Louis. Et là, c'est à ce moment-là probablement que il va commencer à concocter un nouveau plan pour escroquer. Mais bon, il faut quand même le dire, il reste peu de temps en prison puisque sa femme c'est une femme qui est fortunée et elle va payer sa caution. Et là, comme il a passé du temps en prison, il a parlé avec d'autres gens qui vont éventuellement se retourner contre lui, mais néanmoins, il a eu le temps de concocter une nouvelle affaire. Et là, il pense à sa nouvelle escroquerie. C'est une escroquerie à l'assurance, encore une fois, un système qu'il connaît bien. Une zone de confort. Une zone de confort, il s'est encoquiné avec un certain Benjamin Pitzel. Et il disait à Pitzel, ça c'est un plan un peu foireux, il disait à Pitzel, il dit, lui, Pitzel a un bureau et c'est un type qui travaille dans la gestion, il dit, on va sacrer le feu à ton bureau, la bâtisse va brûler, il dit, moi je vais mettre un cadavre dans la bâtisse. Puis quand on va retrouver le cadavre, éventuellement, toi, pendant ce temps-là, tu prends le train, tu sacres ton camp, quelque part à New York, peu importe, puis il dit, moi, ce que je vais faire, je vais signer un avis de décès, je vais avoir pris une assurance, bien sûr, je vais identifier ton corps comme étant toi, et on va toucher l'assurance, et on va se partager la somme de l'assurance. Ce que Benjamin Pitzel ne sait pas, c'est que l'idée de Holmes n'est pas du tout de partager, mais d'en faire une véritable victime. Et c'est exactement ce qu'il fait. Donc, il assassine Benjamin Pitzel, mais là, il y a comme une situation qui tourne un peu... et évidemment, tout le monde est dans son épouse à Pitzel. Elle est bien sûr, c'est Carrie, elle est au courant là, de la fraude. Elle sait que son mari et Holmes vont faire ce truc-là. Et éventuellement, l'incendie se produit, le corps est retrouvé dans les décombres, il est amené à la morgue. Et là où le grain de sable se glisse dans le rouage, c'est que la fille aînée de Pitzel, Alice, c'est elle qui décide d'aller identifier le corps de son père à la morgue, alors que ça aurait dû être la mère. Et la mère, d'une certaine façon, c'est peut-être mieux comme ça, parce que ça va donner une porte de sortie à Holmes, mais néanmoins, Alice Pitzel arrive et elle identifie le corps à la morgue comme étant bel et bien son père. Alors que Holmes avait, dans le plan original, c'est qu'il devait avoir mis un double. Mais pour le moment, alors que tout ça se fait, que les papiers et l'acte de décès est signé,
Holmes comprend que là, il y a un grain dans le rouage, là. Il suffit que Alice parle à sa mère et qu'elle dise à sa mère que le corps à la morgue est bel et bien son père, et toute la fraude que Holmes avait imaginée va s'écrouler. La mère va visiblement le dénoncer aux autorités et il sera arrêté. Alors, ce qu'il fait, il prend Alice de vitesse. On est avant l'époque des téléphones portables et même des téléphones de maison. Absolument. Donc, il la prend de vitesse. Il réussit à convaincre Carrie, l'épouse de Pitzel, que tout fonctionne pour le mieux, que Benjamin Pitzel a pris le train. Il est probablement à New York. Il lui donne une adresse. Il est là-bas. Puis il dit, tu t'occupes va vite le rejoindre. Puis elle dit, oui, mais là, les enfants, occupe-toi pas des enfants, je m'en occupe, etc. Donc, elle part, prend le train, se dirige vers New York. Lui, pendant ce temps-là, prend de son côté les enfants sous son aile. Il s'agit d'Alice, 14 ans. C'est elle qui a identifié le corps de son père à la morgue. Nellie, 11 ans. Et Howard, 8 ans. Et éventuellement, il entreprend un voyage vers la côte Est et il les assassine tous les trois. Ouais, c'est ça, prendre sous son aile, c'était ça la définition pour Holmes. Ouais, c'est ça. Donc, il les tue. Il tue les deux filles à Toronto et le garçon, il va le brûler en revenant aux États-Unis. Il va découper, il va tuer l'enfant, le mutiler et le brûler. Mais, je t'ai mentionné quand il était à la prison de Saint-Louis, alors qu'il cogitait son fameux plan, il a parlé avec un certain Marion H. Pat. Et Marion H. Pat, qui avait été mis un peu dans la confidence, lui devait jouer un rôle dans cette histoire-là. Et comme il a été mis de côté, lorsqu'il apprend par les journaux qu'il y a eu un incendie, que Benjamin Pitzel a été retrouvé mort dans son bureau, il comprend que c'est la fameuse arnaque dont lui avait parlé Holmes et il décide de le dénoncer à la police. Et là, il dit aux autorités que le fameux Henry Howard, en réalité, s'appelle Henry Howard Holmes et de son vrai nom, il s'appelle Herman Mudgett. Et là, à partir de là, les autorités se mettent à sa recherche. Il est traqué d'abord à Philadelphie par une société de détectives privés et éventuellement, il est arrêté le 17 novembre 1894 à Boston. Lorsqu'il est arrêté, on a quand même 2 mandats d'arrestation contre lui. D'un côté, on le dit, écoute, t'as volé des chevaux, faut pas oublier cette histoire où il a falsifié des documents pour acheter des chevaux. Et là, on dit, les autorités du Texas le réclament, et crois-le ou non, au Texas, voler des chevaux, c'est passible de la peine de mort. À l'époque? OK. Oui. Donc, on dit, ou bien on t'envoie au Texas pour répondre à cette histoire, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas que les enfants sont décédés. On ignore que les enfants Pitzel sont décédés. Donc, on se dit, t'as 2 choix, là. Là où on t'envoie au Texas pour vol de chevaux, où tu risques la pendaison, ou bien on te juge en Pennsylvanie pour le crime à l'assurance, une fraude à l'assurance. Donc, Holmes choisit de plaider coupable pour la fraude à l'assurance. Ce qu'il ignore, évidemment, c'est que on a bien compris que Mme Pitzel, quand elle arrive à New York, elle ne trouve ni ses enfants, ni son mari cachés dans une chambre d'hôtel. Elle en informe les autorités, et là, elle dit que derrière tout ça se cache ce fameux Henry Mudgett, alias H. Holmes. Et là, donc, les autorités commencent à enquêter, et ils vont éventuellement visiter plus de 900 maisons par lesquelles Holmes aurait passé au cours des derniers mois, et on va retrouver donc les cadavres, comme je l'ai mentionné, d'Alice et Nellie dans une cave à Toronto, et ceux du petit Howard qui avaient été préalablement découpés, eux seront retrouvés à Indianapolis. Donc là, cette fois, on a clairement 4 cadavres, à savoir M. Pitzel, qui est mort dans son bureau, brûlé, et les enfants. Donc là, on est passé de la fraude à l'assurance à des accusations de meurtre, et ce sont pour ces accusations, donc, Holmes va être jugé. Et là, évidemment, l'enquête est menée. Il est jugé en Pennsylvanie. Pendant ce temps-là, les autorités de Chicago, informées de cette histoire de meurtre, ils décident d'enquêter de leur côté. On va découvrir, effectivement, de leur côté, les policiers découvrent qu'il y a eu des proches de Holmes
qui ont disparu. On pense par la propriétaire de la pharmacie, des maîtresses de Holmes qui ont disparu. Et là, c'est un peu cette histoire. On fouille le fameux château. La légende se gonfle. Des journaux en mal de sensation commencent à parler qu'il y aurait des caches secrètes dans le château. Et c'est vrai que des policiers vont dire avoir trouvé à la cave des cuves qui étaient remplies d'acide. On prétend également qu'on aurait trouvé des restes humains. La ville de Chicago, et ça c'est assez intéressant parce que la ville de Chicago va demander à pouvoir traduire, l'État, en fait l'Illinois, va demander à pouvoir traduire Holmes en justice. Donc, évidemment, on aurait mis les ressources nécessaires pour pouvoir porter des accusations, mais éventuellement, la ville n'obtiendra pas gain de cause. Donc, c'est l'État de la Pennsylvanie qui va avoir priorité. Donc, après son arrestation, Holmes est accusé des meurtres et il y a le procès qui se tient. Et puis, éventuellement, il est condamné à mort, hein, on va découvrir que, les 4 meurtres, les autres meurtres, comme la ville de Chicago n'a pas eu priorité, on décide de y aller avec les meurtres des enfants et éventuellement, c'est ce qui fait qu'il est condamné à mort. Il va être exécuté éventuellement. Là, je cherche la note où il est exécuté. En fait, il est pendu le 7 mai 1896. Il est pendu à la prison de Mayer-Mensing. Et puis, on dit qu'au moment où il est exécuté, il était parfaitement serein et calme. Il s'était entretenu avec les gens de la prison. Et quand il est exécuté, après son exécution, il avait demandé à ce que ses restes soient coulés dans du béton pour ne pas qu'on puisse mutiler son corps comme lui l'avait fait avec certaines de ses victimes. C'est ça. Dans la réalité, si on essaie de regarder un peu d'où vient, tu as posé un peu la question un peu plus tôt, toute cette histoire-là, ça devient, on n'a pas exactement le nombre des victimes de Holmes. On sait qu'il a tué on sait qu'il a tué le père Pitzer et également les enfants. Ce que l'on sait également, c'est que dans l'entourage de Holmes, il y a des femmes qui ont disparu. Il y a une certaine Julia Smith, qui était une employée de Holmes, c'est une de ses maîtresses, qui aurait disparu. On sait qu'elle avait une fille qui s'appelait Pearl Connor, qui a disparu également, qui pourrait avoir été assassinée dans la fameuse maison. Il y a une certaine Emilia Singran, qui aurait possiblement été tuée par Holmes. Et bien sûr, cette maîtresse qui avait été témoin de son mariage, là, qui était Minnie Williams. Donc, ce sont des gens qui étaient dans l'entourage de Holmes, qui ont disparu, mais pour lesquels il ne sera jamais accusé. Dans les faits, c'est ça, dans les estimations, c'est entre 4 et on va même jusqu'à 200. 200, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, le nom... Puis, en fait, ce que l'on sait, c'est que l'histoire a été exagérée, bien sûr, par la presse. Éventuellement, il a vendu ces espèces d'aveux, mais il a changé tellement d'histoire, mais il les a vendus à ce magnat de la presse qui était Hearst à l'époque. Ouais, il recevait l'argent pareil, fait que peu importe ce qu'il disait, il était payé. Oui, absolument. Puis il a reçu une bonne somme d'argent. Là. Il a été payé 7 500 $, ce qui représente à peu près 200 000 $ en dollars d'aujourd'hui pour ses confessions. Donc, évidemment, plus il est fait tirer, plus le journal vend les confessions et Holmes met toutes sortes d'éléments qui sont tout à fait fictifs. On va même découvrir qu'il s'est lui-même accusé d'avoir assassiné des gens qui, quand on entreprend d'enquêter, on découvre que ces gens-là étaient tout à fait en vie et ailleurs. Donc, il s'attribue des victimes qu'il n'a jamais fait, là. Mais il a ce besoin-là d'être plus grand que nature. Et on croit qu'également, il y a un roman qui est paru, un certain Herbert Ashbury, qui est publié en 1940, un ouvrage qui s'appelait Gem of the Prairie, et dans lequel il raconte l'histoire de Holmes, et c'est de la pure fiction, hein. Il raconte des éléments qui n'existent pas, il va ajouter bien sûr à cette histoire de trappe, de passage secret, et puis éventuellement, on ne pourra pas vraiment le savoir, puisque l'édifice en question, il est incendié en 1895. Un incendie, dit-on, d'origine inconnue, va raser l'édifice. Et là, aujourd'hui, on se rend au coin de la 63e et je ne me rappelle pas l'autre rue, Myerside ou quelque chose comme ça. C'est un édifice de la poste qui se trouve à cet endroit-là. Donc, et ce qui est intéressant à propos de Holmes, c'est que, comme on l'a mentionné un peu en début d'émission, c'est qu'en 2011, Jeff
Mudgett, qui est son arrière-petit-fils, a publié un ouvrage qui s'appelle Bloodstain, dans lequel il a réussi de façon très torturée à faire de Holmes Jack l'Éventreur. Et là, on a deux modus operandi qui sont complètement différents. On passe de l'escroc à l'assassin de l'Éventreur. On voit que ça ne fonctionne pas. Il y a un saut ici là, qui ne fonctionne pas très bien. Ouais. Et en fait, cette légende-là, elle est particulière. C'est le château qui va alimenter l'intérêt pour l'histoire. Et il faut savoir également qu'en 2003, un ouvrage très primé, Eric Larson va publier un ouvrage qui s'appelle The Devil in a White City, qui raconte l'histoire à la fois de Holmes, en fait, qui est en grande partie de la fiction, mais qui raconte un peu la rencontre entre Holmes et l'architecte qui aurait construit le fameux château. Et cette histoire-là, on a essayé de la porter à l'écran, d'abord dans un film, ensuite une série qui devait mettre en vedette Keanu Reeves et Leonardo DiCaprio, Oui. avec une réalisation par Martin Scorsese. Éventuellement, pour des raisons inconnues, Keanu Reeves a quitté le plateau, la série était mise en attente. Et le mois dernier, on a appris que le sujet était de nouveau sur les rails. Donc, on aura peut-être droit à cette série de Devil in a White City qui va raconter l'histoire du Dr. Holmes. Mais comme on voit, c'est une histoire qui a été... Qui marque l'imaginaire à cause de l'histoire de ce château qu'on imagine rempli de trappes secrètes. Et le château, malheureusement, c'est le point faible de l'histoire parce que il faut savoir que plus récemment, à partir des années 2000, il y a 2 ou 3 historiens qui se sont penchés sur l'histoire de Holmes pour essayer de documenter l'histoire du château. Et l'un d'entre eux a retrouvé des plans originaux. Et dans ces plans originaux, on voit très bien qu'il n'y avait aucun passage secret. Il faut quand même le dire, ça aurait coûté une fortune de construire un truc comme celui-là. Mais les plans originaux ne montrent absolument pas de passage secret, de faux murs ou de trappes, quelle qu'elle soit. Et on sait que pour ce qui est du dernier étage, les chambres n'ont pas été complétées. L'endroit avait été un peu laissé à l'abandon. Okay. Donc, le mythe est plus grand que le personnage, mais tu l'as mentionné, hein, on est certain que Holmes a fait des victimes. Ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, à savoir combien qu'il y a de victimes, ben là, c'est un peu la problématique. Hein. Les historiens ne s'entendent pas. Il y aurait, selon ses dires, confessé 27 meurtres par lui-même. Oui, ça, c'est vrai qu'en prison, il a reconnu 27 meurtres, mais encore là, comme je l'ai mentionné, ça, c'est les 27 meurtres qu'il a reconnus, qui ont été publiés dans les histoires, dans les journaux qu'il avait confiés aux envoyés de Hearst pour ces journaux. Mais en réalité, en enquêtant, on découvrait que plus ça allait, plus il ajoutait des noms à sa liste et des gens qui étaient parfaitement vivants. Ce que l'on sait, c'est que pour ce qui est des accusations, les seules accusations, celles qui l'ont envoyé à la potence, c'est des accusations qui ont été portées contre la mort de M. Pétzl, de Benjamin Pétzl et de ses enfants. Pour les autres, ce n'est que des rumeurs. Et le château, bien évidemment, il faut mettre ça sur le compte de l'imagination. Dans les adaptations, et Dan a aussi le chapeau de chroniqueur gaming dans le Spacecast. Et je sais qu'il y a une série de jeux vidéo, le Dark Anthologies, qui se sont basés sur l'histoire de ce château-là, le fameux château de l'horreur des meurtres, dans un de leurs opus sur les tueurs en série. Ouais, j'y ai pas joué personnellement, mais j'en ai entendu quand même du bien de cette série-là. Puis effectivement, mais tu sais, ça fait un petit peu partie du portrait de Monsieur Holmes. Puis c'est sûr que... oui, tu as tout à fait raison, parce que Holmes, si on enlève le château, il devient un personnage assez banal. Hein? C'est le château qui fait que Holmes est Holmes. C'est le château. Oui. Oui, c'est l'élément qui est distinctif. Puis, tu sais, en fait, je vais vous l'avouer, même moi, je suis tombé sous le charme de cette histoire-là. Charme entre guillemets, on s'entend. C'est un peu creepy de dire ça comme ça. Oui, j'ai failli m'étouffer. Oui, écoute, moi, ça me séduit, là, des hommes dans même. Non, c'est pas vrai. Mais, tu sais, c'est parce que ça a tellement l'air gros. Puis, effectivement, le château, le soi-disant château, est vraiment la pièce angulaire, si tu veux, de l'histoire, mais enlève ça, puis tu te retrouves surtout avec un grand escroc, tu sais. Et c'est un petit peu ce qui caractérise ce personnage-là, qui est H.H. Holmes. C'est qu'en fait, quand tu regardes ça, quand tu regardes ses motivations pour le crime, c'était pas la grande soif de sang, même pas le plaisir de tuer, c'était vraiment l'appât du gain.
de différentes façons. Et ce qui est très difficile avec cette histoire-là, c'est de savoir qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est pas vrai. On le sait qu'effectivement, il y a eu 4 victimes. Pour le reste, je veux dire, il y a eu une quantité d'auteurs qui se sont intéressés à cet homme-là. Comme tu l'as dit, Camille, il y a eu des adaptations au niveau jeux vidéo. Il y a aussi eu, Christian, tu le mentionnais, bon, quelque chose avec peut-être Keanu Reeves et Leonardo DiCaprio. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait partie de la sphère du divertissement, de la sphère médiatique aussi. Mais même là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, dans quoi est-ce qu'on est tombé versus la réalité, c'est vraiment pas évident à décortiquer. Et du côté de Holmes, ce que j'ai entre autres remarqué, c'est une tendance à la mythomanie. Ouais. On va se le dire, là, ce gars-là ne prêchait pas par l'exemple au niveau de la vérité. Là. Je veux dire, même à un moment donné, au niveau du procès, Christian, ça va te parler, il a dit qu'à un moment donné, il avait été possédé par le diable. Ouais, oui. Ah, il a effectivement. sorti cet Ouais. argument-là. Ouais. Oui, à un moment donné, il s'est Au mis à début, dire- au début, il dit qu'il est innocent. Après ça, il reconnaît les crimes. Après ça, il dit qu'il était possédé par le diable. Donc, C'est ça l'histoire un peu de H.H. Holmes, ça va même jusqu'à son nom. Fait que c'est tellement, à un moment donné, c'est qu'il s'est créé une autre réalité, il s'est créé un autre lui-même aussi à travers sa mythomanie, à travers ses mensonges. Puis, en fait, je regardais un petit peu même son historique au niveau de la jeunesse et tout, puis là, comme je vous dis, c'est une hypothèse que je soulève, mais ce gars-là, en fait, quand il était lui-même, quand on va dire, était quelqu'un de vrai, c'était quelqu'un qui était intimidé aussi. Fait qu'il s'est construit une personnalité, finalement, où il a vu que le mensonge pouvait lui rapporter, que ce soit au niveau de pécunier, là, donc vraiment au niveau des gains monétaires, mais aussi au niveau social. Il s'est mis aussi à avoir certaines femmes et tout. Fait qu'il s'est rendu compte finalement que la vérité, qu'est-ce que ça me donne? Il a appris ça assez jeune. Ce que ça me donne finalement, c'est du malheur, c'est de la souffrance versus le mensonge qui, lui, va me rapporter. Donc, il s'est construit vraiment toute une autre personnalité. Et c'est sûr que, tu le mentionnais tantôt, Christian, on peut faire un parallèle entre H.H. Holmes et Jack l'Éventreur. Et c'est pas au niveau de la période de temps, c'est au niveau, en fait, de comment la presse a pris ces histoires-là. Et on en parlait hors d'onde au cours de notre dernier épisode. Donc, suite à ça, je vous mentionnais à quel point ça peut être dangereux, le traitement médiatique qu'on accorde à des personnages comme ça. Pourquoi? Parce que, Christophe, tu le mentionnais très bien, il est devenu plus grand que nature au niveau du personnage. Ça, ce que ça fait, c'est que quand c'est en plus amplifié par la presse, ça peut mener, pas toujours, mais ça peut, entre autres, mener vers des délires mégalomaniaques. Donc, quand on pense par exemple au personnage de Holmes, mais qu'on pense aussi à Jack l'Éventreur, qu'on parle aussi, je pense, Christian, c'est sûr qu'on va en parler là, à un moment donné, de Edgar Ramirez, de Night Richard Stalker. Ramirez, Ouais, Richard, oui. Ouais. Oui, c'est Richard ça. Ramirez, Pourquoi j'ai Edgar? Excusez-moi, je l'ai rebaptisé. Donc, Edgar Richard, on est à une couple de lettres de différence. Donc, tout ça pour dire que, le fils de Sam aussi, ça, c'est tous des surnoms qui ont été donnés à la presse. Et ça vient donner une importance à ces gens-là, qui vient un peu compenser pour des carences qu'ils ont dans leur vie. Jack l'Éventreur, c'est un peu ça. Quand il y a eu le surnom Jack l'Éventreur, c'est pas lui qui s'est donné ce surnom-là, c'est la presse qui a donné ça, et à partir de là, il a fait « Oh mon Dieu !» Mais ça vient amplifier ma légende. On a quand même une différence ici parce que pour H.H. Holmes, il y a eu la reconnaissance de ses actes quand il s'est fait pogner et non pas pendant qu'il le faisait. Il n'y avait pas une c'était gradation. post-mortem. Ouais. C'est devenu pas. Dans le cas de Holmes, c'est post-mortem. Hein? Donc, lui, il n'a pas. Parce que
quand il va décéder, hein, parce que les accusations, le procès, l'exécution, tout ça se déroule assez rapidement. Donc, il n'a pas le temps de jouer. Bien sûr, au moment où les crimes, on commence à en parler. Sinon, eux ne seraient pas offerts de le payer là, 7500 $ pour ses confidences. C'est ça. On savait qu'il y avait... On savait donc qu'il y avait un intérêt et progressivement, faut quand même pas se le cacher, hein, il a assassiné des enfants, ça c'est des crimes qui sont monstrueux. Hein. Donc la presse s'empare de ça. Un des corps a été mutilé, un des enfants a été mutilé, a retrouvé à Indianapolis. Donc cette histoire-là, elle est monstrueuse, mais et là la légende commence à se construire. Mais j'ai l'impression, comme je l'ai mentionné, que ce sont surtout des romans aux alentours des années 40 à peu près, donc longtemps après la mort de Holmes, qui vont ajouter à sa légende. Oui, et qui vont la rendre plus grand, alors que l'éventreur, ben lui, évidemment, l'éventreur pouvait bénéficier, entre guillemets, de sa légende, puisque les journaux en parlaient au quotidien. Ouais. Moi, quelqu'un m'avait raconté, à un moment donné, que à la prison de Walpole, où était détenu l'étrangleur de Boston, Albert DeSalvo se plaisait, hein, on l'avait surnommé l'étrangleur de Boston, et il se plaisait à siffloter et à chanter Stranger in the Night de Frank Sinatra, mais en changeant la voix, la phrase par Strangler in the Night. Donc tu vois à quel point ça avait joué sur son imaginaire. Tu sais, là, il commençait Stranglers in the Night au lieu de Strangers in the Night. Donc il jouait avec ça. Donc encore une fois, on a quelqu'un qui, de son vivant, a pu profiter de sa légende. Dans le cas de Holmes, c'est plus douteux. Hein? Holmes me fait penser quelque part à une histoire que je connais bien. Je pense que j'avais eu la chance d'en parler à un moment donné avec Camille. L'histoire de Madame Lalaurie. Hein? Madame Lalaurie, ça se passe en Nouvelle-Orléans. Bon, on est en 1834. Sa maison, c'est une femme, le quartier français. Il y a un incendie dans sa maison. Et là, on raconte qu'au moment où, après l'incendie, on découvre une espèce de chambre de torture où des esclaves ont été mutilés et tout le reste. Mais cette histoire-là, elle est plus grande aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. À l'époque, quand l'incendie s'est produit, hein, on regarde les comptes rendus de l'époque, on parle de 4 ou 5, ou maximum 6 esclaves qui auraient été retrouvés enchaînés. On est très prudent on ne parle pas de mutilation, on dit simplement enchaînés, détenus dans des conditions épouvantables. Il y a un journal, entre autres, qui mentionne un rapport, en fait, qui est le rapport du Cabildo, qui parle que certaines des plaies de ces esclaves étaient déjà infestées plutôt de parasites. Mais plus tard, on va voir apparaître, longtemps après la mort de Madame Lalaurie, parce qu'elle va fuir en France, et ce n'est que des années après sa mort que son corps va être ramené presque en secret pour être enterré au cimetière Saint-Louis I à la Nouvelle-Orléans par ses enfants. Mais plus tardivement, on voit apparaître des récits où on dit Madame Lalaurie faisait des expériences à la Frankenstein, elle aurait essayé de souder des membres sur des corps, elle aurait brisé les membres de certains esclaves pour les mettre dans des cages pour voir comment les os allaient se ressouder. Ce qui alimente de ces esclaves, des espèces de crabes humains. Bon, là, on a c'est l'ambiance vaudou de la Nouvelle-Orléans aussi, là. Oui, c'est ça. Donc, on a une histoire qui est tout à fait folle, mais qui ne repose sur strictement rien. Là. Les rapports de l'époque, les articles de journaux, là, 1834, 1835, 36, qui parlent de cette histoire-là, les archives que j'ai retrouvées, quand je me suis intéressé à Mme Lalaurie, j'ai retrouvé les archives qui sont conservées à l'Université de la Louisiane, et on a des échanges avec ses enfants, tout ça. Puis on a le rapport du Cabildo, donc les autorités en place, et ces expériences-là, même si on parle de conditions de détention tout à fait, on est à la limite de la torture et de l'infamie, mais on n'en est quand même pas aux expériences du docteur Frankenstein. Donc on voit qu'on a une légende qui devient plus grande des années après la mort de Madame Lalaurie, et c'est exactement ce qui se passe dans le cas de Holmes. Son fameux château a tellement marqué une espèce d'imaginaire, même si ça reposait essentiellement sur des mensonges, que l'histoire s'est construite d'elle-même. On a créé une espèce de monstre dont on n'était plus capable d'enterrer parce que l'histoire était plus grande.
Oui, puis tu sais, en fait, regardez, vous savez, tu sais, je suis pas un très grand fan de théorie biologique et tout, mais regardez aussi, tapez ça là, au niveau des auditeurs H.H. Holmes, vous allez voir la face qui va vous sortir, OK? Et sincèrement, je vous dirais, il y a un peu la tête de l'emploi au niveau de, on va dire, la légende qui a grossi et tout, tu sais, c'est généralement des portraits où tu te dis, mon Dieu, tu regardes ça, puis ouais, il y a la tête d'un tueur en série. Puis comme je vous dis, je suis aucunement fan des théories biologiques, mais n'empêche que tu regardes ça, tu sais, le chapeau un peu, en fait, je suis pas Chapeau melon, un peu, ouais. Oui. Ouais, c'est ça, le chapeau melon, la melon, grosse moustache et tout. Tu sais, en fait, c'est que... En fait, Mais quand même assez char- typé, quand même assez typique des typique hommes du 19e siècle, de hein, l'époque. d'une certaine mode du 19e siècle, ouais. Mais lui, tu sais, quand tu regardes, en fait, ces fameux mugshots et tout, tu sais, je veux dire, il sourit pas, t'as l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du regard. Fait que c'est sûr qu'il y avait un peu la tête de l'emploi. Ceci étant dit, je pense que le château, si je fais un parallèle avec Jack l'Éventreur, le château est à ce qui était à Jack l'Éventreur un peu la réputation, tu sais, que c'était quelqu'un, une espèce d'homme avec une cape, un chapeau haute forme et tout. Donc, tu sais, on a beaucoup amplifié ça. Pourquoi? Parce que c'est séduisant, ça fait vendre. Et l'histoire de H.H. Holmes, en fait, et je connaissais pas cette expression-là, le journalisme jaune. Oui. Donc, Ouais, jaunisse. oui, c'est ça. Je connaissais pas cette expression-là avant de m'intéresser à cette histoire-là parce que elle fait, en fait, les caractéristiques de ce type de journalisme-là, c'est-à-dire, c'est du journalisme de bas de gamme. De sensation. Sensation. Exactement. Sensation. Essentiellement sensation. Exactement. Donc, où on va pas tant vérifier les faits, c'est plus ou moins crédible, mais ça fait des belles histoires. Donc, c'est sûr que moi, c'est ce que je retiens un peu, c'est que c'est un grand escroc, finalement, H.H. Holmes, qui, oui, a aussi tué. Pourquoi? Probablement aussi pour arriver à ses fins. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? C'est sûr qu'en fonction de ce qu'on sait, il a probablement tué pour éliminer des témoins potentiels. C'est un peu ce qu'on en décode, ce qu'on peut en fait trouver à travers l'histoire. Pour le reste, je vous dirais, ça l'a tellement été amplifié qu'à un moment donné, on ne sait plus, tu sais, c'est parti en fait de certains événements et on a tellement amplifié ça qu'en chemin, on ne sait plus quel chemin en tant que tel. Je pense également qu'il y a comme il y a une espèce de rivalité aussi entre les États. C'est-à-dire que quand les gens qui se sont intéressés à l'histoire de Holmes, pourquoi il y a tant... Parce qu'on se dit, bon, ben c'est quand même pas quelque chose qui date du Moyen-Âge, on est à la fin du 19e siècle. Comment est-ce possible qu'il y ait tant de zones grises? Ben, en fait, il y a tant de zones grises parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. C'est ça que les gens ont tendance à oublier. Dans le cas de Holmes, il a été arrêté et jugé en Pennsylvanie. Or, les crimes, là, l'idée du château, puis tout ça, ça se passe en Illinois. Et lorsque l'Illinois a été demandé à juger Holmes pour des crimes qui auraient pu être commis sur son territoire, il était déjà mort. on a décidé de pas le ministère de la Justice a décidé de pas aller de ce côté-là. Bon, on avait déjà Holmes qui était détenu en Pennsylvanie, il risquait la peine de mort pour les assassinats des enfants Petzl. Donc on s'est dit, ben voilà, on va le juger là, il n'y aura pas d'enquête qui va être menée du côté de l'Illinois. Justice aura été faite. Voilà, justice a été faite. Donc, comme il n'y a pas eu d'enquête vraiment du côté de Chicago, on n'a pas de dossier policier. Et il est là la faiblesse. Tu n'as aucun dossier policier outre de ce qui a été rapporté dans les médias. La police de Chicago n'ont pas eu à enquêter sur Holmes. La police de Chicago, à partir du moment où les supérieurs ont dit, écoutez, Holmes va être jugé en Pennsylvanie pour le meurtre des enfants Petzl, vous laissez tomber, merci, bonsoir. Il n'y a pas d'enquête qui est faite. Donc, finalement, c'est des discussions de bar. Ce sont des gens qui se ramassent dans des bars, puis, tu sais, le château, là, au coin de la rue Wallace, puis de la 63e, il y avait des faux murs, il y avait des fausses portes, il y avait des ci, il y avait des ça. Mais les fausses portes puis les faux murs, c'était peut-être simplement l'architecture qui n'était pas complétée, tu comprends? Parce que l'édifice était inachevé. Donc, les gens racontent des histoires qui s'amplifient.
Et comme il n'y a pas d'enquête, ben évidemment, c'est la porte ouverte à l'imaginaire. Donc, on ne peut pas mener une investigation rigoureuse. Les seuls éléments, les seuls documents étoffés que l'on a dans le cas de Holmes, si on décide d'aller du côté de la justice, ce sont les documents de l'État de la Pennsylvanie qui ont amené Holmes à l'exécution. Et je vous C'est comprends, mesdames et messieurs, si vous vous sentez laissé sur votre faim. Oui, puis c'est sûr que si vous me demandez, tu sais, je vais terminer là-dessus parce que c'est un peu mon dada. C'est sûr qu'il y a des éléments de psychopathie là-dedans. Je veux dire, quand tu regardes ça, en fait, dans ce que j'ai pu noter, c'est sûr que quand, tu sais, des psychopathes, là, faut comprendre, tous les tueurs ne sont pas des psychopathes et tous les psychopathes ne sont pas des tueurs non plus. Donc, ça peut aller au-delà des meurtres. Dans le cas de Holmes, on voit que déjà à la base, au niveau escroquerie et tout, il y a des éléments là-dessus. C'est, en fait, je pense aussi que c'était quelqu'un de relativement impulsif. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il était tant préparé que ça au niveau de ce qu'il faisait, tant au niveau des escroqueries que des meurtres. Ouais. L'autre chose aussi, promiscuité sexuelle, ça fait partie des éléments de la psychopathie. Il y en avait. C'est vrai. C'est clairement pas quelqu'un qui était doté d'une grande empathie, là. Je veux dire, à un moment donné, quand tu penses escroquer en mettant un cadavre pour faire brûler la bâtisse et que finalement tu mets un vrai cadavre, je veux dire, on repassera au niveau de l'empathie. Donc, tu sais, quand on regarde ça, il y a des bonnes chances que H.H. Holmes, au-delà de l'amplification par la sphère médiatique, au-delà de tous les mensonges, c'était probablement un psychopathe. Parce qu'il y a eu plusieurs méthodologies pour arriver à ses fins. Tu sais, c'est la fin qui justifiait les moyens au pluriel, contrairement à un tueur en série qui pourrait avoir une méthodologie, puis un modus operandi bien précis, une chorégraphie, bref, de meurtre. Fait que j'aime répéter aux auditeurs ce soir que notre suspect X ce soir, c'était la légende de notre suspect X. Oui. Et non pas son histoire. En fait, tu as tout à fait raison, parce que l'histoire de H.H. Holmes doit encore être écrite. Oui. Parce que ce qu'on a écrit, c'est sa légende. Donc, son histoire, je sais qu'il y a des historiens qui se sont penchés sur l'histoire au cours des 20 ou 30 dernières années, mais je pense notamment à Roche Hector qui a écrit un ouvrage essentiellement sur Holmes, mais ce qu'il déplore dans son ouvrage, c'est la faiblesse des documents pour les crimes qu'on lui prête à Chicago, parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'enquête auprès des autorités. Donc, on est laissé dans le vide et on n'a que les rapports de la presse. Christian Page, merci beaucoup pour l'épisode de ce soir. Daniel Carosella, criminologue également. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Suspect X qui est avec vous les lundis 22h et aussi sur le web via le www.radiox.com. Simplement mentionnez en attendant notre onglet à nous d'émission. Écrivez simplement Suspect X dans la barre de recherche et vous avez tous les épisodes depuis le début de la saison. Merci, messieurs. La semaine prochaine, on s'en va dans mon univers, les tueurs de l'occulte. Donc, la semaine prochaine, c'est Monsieur et Madame Arruda qui vous invite à souper. Ah oui! Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qu'on va manger? Oh, du bon steak! Qu'a-t-on pour le souper?